À la version longue, cette semaine, je reçois Olivier Doyle, le directeur du pôle de l'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Alors, vous l'aurez deviné, le sujet de la semaine, c'est l'économie sociale. D'ailleurs, c'était le mois de novembre qui vient de passer, était le mois sur l'économie sociale. Olivier, vraiment, c'est un bon vulgarisateur. Il est vraiment venu m'expliquer à quoi ça consiste, quel secteur, en fait, ça touche tous les secteurs d'activité, mais à quoi ça consiste l'économie sociale, comment ça se forme, qu'est-ce que ça amène comme bienfait dans les collectivités, dans les villages surtout. Il y a une très grande importance là-dedans. Alors, écoute, c'était une super belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Olivier Doyle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin de neige. Effectivement, ça fait plaisir. Bonjour à toi. Yes, merci d'être venu. La question que j'aime poser depuis la pandémie, que je trouve que c'est une question très importante, c'est comment vas-tu? C'est bon parce que c'est la question que je pose à mon équipe à chaque matin. Comment allez-vous? Ouais, c'est ça. Sinon, ça va-tu bien? Je trouve que ça ferme tout de suite la discussion. Ouais. Oui, non, genre, non, ça va pas bien. Puis là, non, qu'est-ce qui se passe? Donc, comment je vais? Je vais bien. Je vais dire honnêtement, je vais fatiguer. Ouais. Un petit peu, parce que c'est pas les projets qui manquent de notre côté au niveau du pôle. La pandémie, ça amène tout un changement de paradigme à plusieurs niveaux. Tu sais, on n'a pas eu le choix, il faut s'adapter. On a été au tout début en plan de convergence, puis là, tranquillement, tu es en train de rouvrir un peu nos activités régulières. Le plan de convergence, en fait, c'est quoi tu as au dit? niveau du pôle. OK, ouais, du pôle. Parce que vu qu'on est une organisation, on en reparlera un peu plus tard, mais qu'on est une organisation qui est plus, événementielle. En soi, un peu en comparaison avec les chambres de commerce et tout ça, si on veut. Ben, c'est sûr que c'est plus compliqué pour nous de parler d'économie sociale quand on n'a pas de foule à qui s'adresser puis de personnes à rencontrer. Donc, il y avait un revirement de bord, la fameuse on se réinvente. Ouais, exact. Mettons que le virtuel a pris énormément de place dans tout notre quotidien. Donc, comment vas-tu? Moi, je te dirais ça va très bien. Fatigué par contre, c'est ça, beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps aussi, on est très motivé par l'ensemble des projets qui sont en développement au niveau du pôle, puis on aura l'occasion, c'est ça, d'en parler. On va en reparler. Mais avant de rentrer dans le pôle, dans tout ça, j'aimerais savoir un peu ton background. Qu'est-ce qui t'a amené tranquillement à être dans l'économie sociale, en fait? Honnêtement, c'est un drôle de parcours, je te dirais. Moi, dans le fond, j'ai été étudiant en sciences politiques à l'UQAM. J'ai gradué en 2008. Puis, originellement, je devais me rendre vers la maîtrise. Moi, c'était ça mon objectif. Dans le fond, je voulais me rendre à la maîtrise parce que j'ai beaucoup aimé les relations internationales à l'époque. Moi, honnêtement, l'événement marquant, mais c'est comme pour tout le monde de notre génération, je t'inclus, parce qu'on a pas mal le même âge. J'ai 36, moi. 2001, le 11 septembre 2001, en fait, ça a été vraiment le coup, si on veut, de massue qui m'a comme ouvert l'esprit personnellement sur qu'est-ce qui se passe dans le monde pour qu'on en arrive à ça, à des événements comme ça et tout ça. Puis c'est ça qui a été un peu mon cheminement un peu peut-être erratique là, jusqu'en 2008, jusqu'à la fin d'un bac. Et j'ai vu une opportunité à cette époque-là qui était dans les carrefours jeunesse-emploi. Fait que j'ai travaillé pendant presque, c'est une bonne partie de ma vie, là, presque 10 ans en soi, dans l'univers, dans le fond, des carrefours jeunesse-emploi. Donc, j'étais, chargé de projets en entrepreneuriat jeunesse. Donc, je m'occupais de faire de la sensibilisation auprès de clients, dans le fond, qui sont des jeunes de moins de 35 ans. Okay. Sur le territoire de, moi, je couvrais Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry à l'époque. Puis, tranquillement, avec l'expérience et tout ça, j'ai vu une opportunité au niveau du réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec. Donc, je suis monté en grade, en quelque sorte. Donc, je suis rentré à la coordination ce qu'on appelait à l'époque le défi d'entrepreneuriat jeunesse. Okay. Donc, le défi en soi, c'était justement un projet du gouvernement du Québec pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'entrepreneuriat. À l'époque, il y avait des données qui disaient comme quoi l'intention d'entreprendre était quasiment à 30% chez les jeunes. Par contre, le taux de conversion était à peine de 5 à 10%. Okay. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'idées de projets qui gravitaient souvent chez les jeunes. Qui voulaient partir leur business. Qui voulaient partir leur business, exactement. Okay. Puis, moi, au niveau du Carrefour, je les rencontrais. J'avais beaucoup de rencontres pour justement un peu amorcer avec les autres leur réflexion, regarder un peu c'était quoi leurs idées des projets d'entreprise. Puis de fil en aiguille, moi, ça a été comme ça de l'apprentissage sur le tas, en fait. D'apprendre à connaître justement c'est les rouages d'une entreprise, comment ça fonctionne. Comment partir ça? Parce que j'avoue, tu sais, quand t'es jeune, puis là, tu te dis, OK, je veux faire ça, mais comment
concrètement, tu te pars une business. Tu sais, comme tu t'enregistres. Tu sais, il y a tellement plein d'étapes à faire. Puis, tu sais, il faut que tu aies aussi de l'argent, accès, tu sais, si tu as besoin d'acheter de l'équipement, des affaires. Tu sais, c'est pas, ça se fait pas magiquement, là. C'est pas magiquement, effectivement. Puis non seulement ça, c'est que, tu sais, il faut que tu fasses un deuil d'un salariat, hein, parce que pendant que tu pars ta business, tu n'es pas payé pour le faire nécessairement. Une chance qu'il existe justement certaines mesures comme STA, soutien aux travailleurs autonomes, puis jeune promoteur aussi, qui existait. Je ne sais plus si ça existe encore. Là. Je ne suis plus à jour nécessairement de ce côté-là. Mais ce qui est clair, c'est ça, c'est qu'il y avait quand même plusieurs mesures de soutien, en fait, pour appuyer les jeunes pour partir justement en entrepreneuriat. Okay. Et au niveau du réseau des Carrefour, ben, j'ai beaucoup œuvré en fait à développer des partenariats. Étrangement, ça a pu être le même type de travail. C'était beaucoup plus au départ du one-on-one, rencontre avec les clients sur le terrain. Et rendu au réseau des Carrefour, c'était plus dans le développement justement de synergie, de partenariat à travers la province. J'ai travaillé avec le réseau des jeunes chambres de commerce du Québec, avec le défi aux entreprendre qui était avant justement Concours québécois en entrepreneuriat. Ce genre d'organisation-là, Acanémos aussi, à la limite. Je suis encore cybermentor, justement, sur Acanémos. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai pris beaucoup d'expérience sur l'entrepreneuriat, comprendre les mesures, comprendre le processus pour partir justement en affaires. Appuyer dans le fond aussi surtout les ressources sur le terrain. C'était ça mon nouveau travail au niveau du réseau. Et après ça, ben, j'ai trouvé en fait une opportunité au niveau, c'est ça, de la région. Et c'est le pôle d'économie sociale. Ouais. L'entrepreneur collectif, c'est un peu, dans le fond, comment dire, c'est un peu le modèle d'affaires que je trouve qui est le plus intéressant à travers tous les modèles d'affaires qui existent au monde, parce qu'il existe tellement de sortes. Quand tu rentres là-dedans, tu peux avoir des sociétés en non collectif, tu peux avoir des fiducies d'affaires, tu peux avoir, etc. Tu as plusieurs modèles que tu peux utiliser. Moi, je pense que l'entrepreneur collectif, très sincèrement, ça a toujours été un peu le modèle que que je me disais, si un jour plus tard, je pars une business, ça serait un entrepreneur collectif. Okay. Fait que ça m'a toujours motivé à justement en apprendre un petit peu plus sur ce modèle d'affaires-là. Mais allons-y tout de suite. Qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant, en fait, l'entrepreneuriat collectif ou l'économie sociale, c'est-tu la même chose, dans le fond? C'est un synonyme, je te dirais, en quelque sorte. Okay. L'économie sociale, c'est plus large. C'est-à-dire que c'est pas juste le côté business de la chose, mais c'est le côté aussi sociétal ou le fait de travailler en collectivité à répondre à des problématiques puis à créer des solutions pérennes, donc une entreprise au final. Mais l'entrepreneuriat collectif, justement, dans je te dirais, dans les principales facettes de tout ça, c'est notamment le fait que tu fais des affaires ensemble. Okay. Tu te manges pas la laine sur le dos. Tu travailles avec d'autres personnes pour partir un modèle d'affaires. OK. Tu pourrais partir, par exemple, une coopérative, tu pourrais partir justement un organisme à but non lucratif, que tu pourrais dire que ça, ma mission sociale, c'est de répondre à tel enjeu ou tel problème. Et à ce niveau-là, de partir avec plusieurs personnes, c'est obligé parce qu'anyway, la base même de ça, c'est un modèle OBNL. Donc, OBNL, organisme à but non lucratif, que, comme on le sait dans la loi sur les entreprises, la partie 3, c'est 3 personnes pour partir un OBNL. Okay. Donc, tu dois absolument être un groupe de personnes autour de ça. Okay, ouais, de toute façon. Fait que ça, c'est une des choses, c'est le fait de faire ensemble. Puis l'autre côté aussi, je te dirais, c'est le risque. Parce qu'en affaires, comme on sait, c'est toute une question de risque. Ouais. Quand tu pars un plan d'affaires justement pourquoi? Parce que tu veux t'assurer d'avoir le moins de risques. Comme on dit en anglais, c'est un anglicisme poche, là, mais c'est un gamble, en quelque sorte. Donc, tu veux baisser ton risque au maximum pour que ton entreprise ait le plus de pérennité dans le temps. Puis l'entrepreneur collectif, peu de gens savent ça, mais c'est le double de pérennité par rapport à l'entreprise traditionnelle. OK. Dans le sens... Dans le sens qu'une entreprise traditionnelle, après 5 ans, c'est 50% des projets d'entreprise qui sont liquidés, qui ne passent pas le cap des 5 ans. Entrepreneur collectif, après 10 ans, c'est quasiment assuré que l'entreprise va être, va rester en place. En place, OK. Après 7 ans, on parle de déjà 75% à peu près. OK, ouais. D'opportunités. Il y a des bons chiffres. Mais c'est sûr qu'aussi, l'idée de déjà de ne pas être une personne, t'es plusieurs, dans le fond, c'est l'organisme aussi qui supporte un peu, pas les coûts, là, mais tu sais, dans le sens que c'est pas sur une personne, si ça va pas bien, t'es comme tout seul, ou des fois t'es 2-3 investisseurs, mais dans le fond, tu t'écroules au lieu que ce soit comme l'organisme qui avance tranquillement là-dedans. Ouais. C'est ça, ça change la charge, en fait. Là. Exactement. Puis aussi, qu'est-ce qui est beau dans tout ça, c'est que comme gestionnaire, mettons, si t'es directeur général d'un OBNL comme ça en économie sociale ou entrepreneur collectif, t'as toujours un conseil d'administration qui est obligé. C'est pas la même chose, évidemment, qu'une entreprise traditionnelle. Une entreprise traditionnelle,
toi puis moi, on part une business. On n'a pas de compte à rendre à personne, sauf à nos clients, évidemment. Ouais. Ça, c'est la chose qu'on va avoir toujours anyway. Ouais. C'est la fatalité de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est tout le temps les clients en soi qui sont ton baromètre pour savoir si tu vas bien en affaires puis tout va bien. C'est eux qui te donnent l'argent, veux pas, pour le service ou le produit que tu vends. En entrepreneur collectif, en plus de ça, tu rajoutes la couche de la gouvernance démocratique. Puis moi, je trouve que ça, c'est le modèle justement d'affaires qui est le plus porteur. Parce que la gouvernance démocratique, plusieurs le voient comme un obstacle. En disant, là, je vais avoir des patrons au-dessus de moi, je vais me faire dire comment faire mes choses. Mais au contraire, souvent, ces personnes-là qui œuvrent auprès d'une entreprise collective, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, soit en entrepreneuriat, soit dans des sphères, connexes avec la mission de l'entreprise. Tu peux aller chercher, en fait, des gens qui apportent plein d'affaires différentes, en fait, qui se mettent ensemble pour... moi, tu es quelqu'un qui est un petit peu plus fort en marketing, comme ça, puis qui amène des idées différentes. Au lieu que ce soit tout sur une personne de « il faut que je me mette en marché, il faut que je me fasse parler de moi. » Il y a plein d'affaires réglées, mais tu vas te chercher des gens qui peuvent amener quelque chose à l'ensemble. C'est ça. Puis aussi, le plus important dans tout ça, je te dirais, c'est tu le fais pas pour le profit. Puis là, je m'explique bien. Quand tu pars en entreprise collective, ton objectif premier, c'est l'être humain. C'est la personne au cœur de l'entreprise. Moi, j'avais vu une petite vidéo là, qui disait la personne à tout prix au lieu du profit à tout prix. Exactement. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire tous les produits et services qui sont développés dans l'entreprise, au lieu de dire on veut faire du profit, on veut faire de la vente, on veut que ça marche puis tout le kit. Ouais. Oui, c'est important, mais c'est surtout l'être humain. Est-ce qu'on améliore les conditions humaines? Je vais te donner un exemple, une friperie. Ouais. Une friperie d'économie sociale comme Centre communautaire ici, Huntingdon, ou sinon à Mercier, Entraide Mercier. Un autre objectif premier, c'est sûr, c'est de générer de la vente. Mais avant tout ça, c'est de s'assurer que tout ce qu'ils vont mettre en œuvre, ça va servir davantage à améliorer la collectivité. Ouais. Donc, ils vont avoir beaucoup de volets sociaux on the side qui ne sont pas nécessairement, comme on appelle, le core business, donc le cœur de l'entreprise, qui, évidemment, est de la vente de textiles, de vêtements, d'objets d'usage de seconde main. C'est ça. Exactement. Ça va être surtout tout ce qui est tous les dépannages justement investissements, tout ce qui va être des problématiques, n'importe quoi. Il y aurait besoin de se faire acheter des biens, des meubles, surtout ici à Châteauguay. Je pense que c'est notamment ça qui font du démarrage pour aider. C'est un peu plus mobilier, ici à Châteauguay. Mais puis en train de Mercier, je sais qu'ils font, mettons, de manière plus ponctuelle, les sacs à dos pour la rentrée d'école. Notamment. Oui, c'est vrai, c'est une belle campagne qu'ils font. Tu vois, c'est pas leur... le core, comme tu dis, qui est la friperie. Mais la friperie, en fait, est là pour générer de l'argent. Oui. Pour remettre dans l'entreprise et pouvoir dire, on passe du temps sur d'autres projets. Exactement. C'est ça, OK. Tout à fait. Puis, une chose aussi qu'il faut noter, mais justement, c'est ça, l'économie sociale, où est-ce qu'elle est forte? C'est pas dans un secteur où est-ce que tu as 15, 20, 30, 40% de profitabilité. C'est plutôt dans des moments où est-ce que justement tu as moins de profitabilité. Puis justement, on a un beau débat présentement sur la sphère publique, la restauration. Oui. On a un gros sujet là-dessus. Les gens se plaignent justement de dire que les salaires sont pas décents par rapport à tout le risque, de travailler pour de la restauration. Et d'autre part, les promoteurs, justement, eux se plaignent de dire, je prends tous les risques pour me ramasser justement avec de la misère à combler des postes à temps partiel avec les employés. Mais c'est drôle parce que mon épisode qui a joué juste avant nous, c'était avec mon ami restaurateur et on a parlé de vous avez parlé de restauration. De salaire, de tout ça. Lui, il y a une vision plus de gauche. Là. Écoute, là, je le out, là, mais c'est un gars qui vote QS. Et pour lui, c'est ça, payer maintenant, on parlait beaucoup d'aller chercher le 15 $ de l'heure. Maintenant, c'est déjà dépassé. On parle de 18. Là. C'est ça. Je sais que QS parle de 18, là, mais je sais pas ce qui serait la bonne cible, là, mais... la FTQ, je pense que c'est ça qu'ils ont parlé récemment, qui ont parlé qu'elles autres aussi. Il visait un peu le 18. Pour salaire minimum. Là. C'est ça, je pense que c'est autour de ça. Mais c'est ça. Ça, on rentre dans un truc, comme lui, c'est ça. Parce que là, quand on tombe dans la restauration aussi, c'est dur de dire les restaurants, un bloc fini, là, dans le sens qu'il y a du monde avec des différentes visions, différentes réalités. Mais ouais, c'est sûr que on parle de... Là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les gens... exact. Puis surtout dans les emplois un peu moins payés, ils ont peut-être le luxe de faire, au lieu de perdre mes vendredis, samedis à travailler très fort dans un restaurant pour très peu, je peux peut-être aller faire de la livraison de je sais pas quoi, de meubles de 9 à 5 de semaine. Là, il commence à rentrer en tête des gens qu'il y a des opportunités. Mais l'économie sociale,
qu'est-ce qui vient jouer là-dedans, justement dans la... C'est ça. Dans le fond, pourquoi j'amène ce sujet-là, en fait, c'est parce que on s'entend que la restauration, dans tout cœur de village, surtout dans les villages en périphérie, parce que ça, c'est une chose que peut-être les gens ne réalisent pas, mais tu sais, quand on sort des grands centres, dans les petits villages, souvent, c'est 1, 2 restaurants, c'est pas beaucoup. Non. Puis c'est souvent ça qui va être un peu une espèce de cœur de village, qui va contribuer, en tout cas, à tout le moins, à pérenniser un cœur de village. Parce que quand tu penses aux différents services de base en restauration, pas en restauration, justement en région, en quelque sorte, il y a certains types de commerces très, très particuliers qui ont besoin d'être là, parce que sinon, ta vie de village, ta communauté peut être vraiment mise en péril à cause de ça. Les gens vont plus avoir de lieux pour se réunir, vont plus avoir d'endroits pour aller manger, célébrer ou peu importe. Donc, la restauration devient importante, notamment dans ce type de créneau-là. Je te dirais que, par contre, pour le reste, dans les grandes villes et tout ça, c'est dommage de dire ça, mais l'économie sociale n'a pas vraiment d'impact par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de cannibalisation d'un restaurant à l'autre, puis c'est normal aussi de ce côté-là. Je veux dire, c'est normal, c'est un secteur qui est très compétitif, en fait, en quelque sorte. Je veux dire, on s'entend qu'au Québec, on est un des endroits avec le plus de restaurants par habitant quasiment au monde. Là. Puis là, je ne sais pas tous les chiffres, mais dans les grands pays, on a beaucoup de restaurants. Il y a énormément de compétition. Fait que déjà là, c'est un milieu qui est dur de par ça. T'sais. Ce que je te dirais, oui. Et le gros problème qu'on a, en fait, c'est qu'on ne contrôle pas tout ce qui est le système des franchises. Puis c'est plate à dire, puis je me ferai pas d'amis en disant ça. Mais c'est parce que si tu, laisses la chance à ce que des franchises remplissent ton territoire. Ben, les plus petits joueurs, peut-être comme ton ami que tu parlais tantôt, peut-être que lui est plus privé, justement, indépendant en termes de gestion et tout ça. Et c'est beaucoup plus de coûts en termes d'échelle qu'une franchise. Parce qu'une franchise, le principe, c'est tu pérennises, en fait, plusieurs mécanismes, en quelque sorte, puis tu vends la formule, en fait, aux gens. Donc, tu crées une économie d'échelle, puis tu peux offrir des plus hauts salaires en franchise, notamment à cause de ça. Parce que tu as un meilleur contrôle des ressources, contrôle de tout ce qui est la gestion d'entreprise. Tu répartis ton risque à plusieurs franchises plutôt que d'avoir un seul restaurant en quelque sorte. C'est plate à dire, mais là, on est rendu à un point où est-ce qu'on a saturé le marché avec notamment beaucoup de franchises. Ça fait en sorte que les petits joueurs indépendants ont moins la chance d'aller de l'avant avec leur modèle d'affaires à cause de ça. Non, c'est clair. Puis, tu sais, pour vraiment pas, je veux pas défendre le pied de cochon, mais ils sont dans l'actualité avec les salaires. Mais c'est pas que je veux les défendre, mais pour juste bandir ce que tu as dit, le monde fait mais au prix qu'ils chargent les assiettes, je comprends, puis il faudrait qu'ils montent les salaires, c'est sûr, mais c'est pas la même chose qu'opérer, tu sais, comme McDo qui... Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas la même qualité d'aliment, il n'y a pas le même travail, il n'y a pas le... Tu sais, il y a bien des affaires, il y a bien des couches là-dedans que tu dis, bon, oui, ces assiettes sont chères, mais c'est quoi la marge? Tu sais, mais c'est pas la même philosophie non plus, en quelque sorte. Mais d'autres vendent quoi? Du fast-food pour que tu te nourrisses sur la route parce que tu as une route de 500 km ou juste parce que tu aimes ça? Manger de la... C'est ça, de la... J'aime ça, une fois de temps en temps. Manger de la nourriture comme ça, très peu, rassasiante, là, en quelque sorte. Mais pour prendre l'exemple du pied de cochon, tu sais, concrètement, là, ça fait penser à tout ce qui est cabane à sucre et tout ça. C'est un trésor national, ça. Ce genre d'organisation-là, ce genre d'entreprise-là. C'est un trésor national et malheureusement, on n'a pas nécessairement eu de réflexion stratégique là-dessus au Québec à dire, tu sais, sirop d'érable, là, c'est pas pour rien, c'est de l'or liquide. Parce que c'est à l'international, ça vend fort. Le tourisme, malheureusement, les 2 dernières années n'ont pas permis de le prouver, mais le tourisme est très fort dans les cabanes à sucre notamment, puis tout ce qui est justement ce type de restauration-là particulier, classique, avec toute une espèce d'esprit, un peu de tradition en quelque sorte autour de ça. Puis ça va être, je pense, un des trucs qu'il va falloir qu'on sauve au courant des prochaines années. Puis malheureusement, si les marges de profit ne sont pas au rendez-vous, mais c'est une réflexion à savoir sur la propriété même de l'entreprise, à savoir si la personne qui est toute seule, qui prend la propriété de l'entreprise, n'a pas la capacité, entrepreneuriale de pouvoir la gérer, ben est-ce que ce serait pas mieux de répartir ce risque-là à ce moment-là, puis de dire qu'on serait plusieurs personnes à devenir propriétaire d'une entité comme ça. Puis là, c'est sûr que ça amène beaucoup de confrontations à savoir est-ce que le propriétaire serait prêt à vendre à la collectivité, en fait, son entreprise. Mais ça, c'est un exemple de quelque chose qui s'en vient dans le futur, ce qu'on appelle la reprise collective. La reprise collective, c'est quoi? C'est un véhicule qui est développé par le gouvernement du Québec. Là. Je ne vais pas utiliser trop de termes techniques, mais c'est que qu'est-ce qui se passe présentement? On s'entend, là? C'est le vieillissement de la population. En 2030, on dit là, que c'est pas loin de 50% des entreprises actuelles qu'il va falloir qu'ils cèdent,
qu'il donne à quelqu'un. Soit un autre gestionnaire d'entreprise ou un autre propriétaire, ou que tout simplement les emplois et tout ce qui est en lien avec la marchandise qui est produite dans ces entreprises-là soit passé, que ce soit justement un propriétaire ou peut-être à des employés potentiellement aussi, qui pourraient racheter l'entreprise entre eux autres, puis pérenniser justement l'activité économique au cœur de l'entreprise. Moi, je crois qu'on est dû pour une révolution au Québec pour cette appropriation-là collective de plusieurs entreprises qui sont des fleurons. Puis ça va être ça. Ça va être de voir certaines entreprises qui sont des niches dans le futur, puis de voir lesquelles qui méritent justement qu'on travaille plus intensément pour le fait de les garder actives. Oui, c'est ça. Ouais, au lieu de voir nos fleurons vendus aux Ontariens. Notamment à des internationales. Ça serait un peu weird que des Chinois viennent acheter nos cabanes à sucre, mais c'est pas une impossibilité. Mais non, non c'est plus. Ça. Des fois, il y en a qui achètent des terres agricoles. Effectivement. On vend, ça aussi, c'est un autre volet. Je sais pas si on va rentrer là parce que ça peut être un autre sujet, mais on pourrait rentrer. On peut rentrer là-dedans parce que la propriété des terres agricoles, justement, là, il y a tout un sujet qui se part présentement, c'est la fragmentation de la propriété des terres agricoles. Parce que pour des plus petits projets, puis justement dans la vallée du Haut-Saint-Laurent ou Montérégie-Ouest, il y a plusieurs petites fermes coop comme ça qui utilisent une parcelle de terre seulement, juste pour produire. Je connais les Jardins de la Résistance, j'ai fait une entrevue sur eux, mais il y en a plein d'autres. Là. Il y en a plein d'autres, coop Tournesol, qui est du côté de Vaudreuil-Soulanges. Tu as aussi Betrev qui est à Hudson. C'est vrai. Ça en a un autre de ce côté-là aussi qui est déployé. Plus proche aussi, sinon, il y a Atelier paysan du côté de Vaudreuil qui est un projet très particulier. En fait, c'est qu'ils ont justement un terrain qui est collé justement sur, des terres agricoles. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai donné. Mais en tout cas, le principe est très bon parce que c'était une propriété d'une terre familiale qui est Vio. En fait, que tout le monde connaît à Dorion. On dit salut à la maison pour ceux qui connaissent Alexandre Villot. Mais c'est un beau partenariat, en fait, qu'ils ont fait là-bas, justement. C'est que plutôt que de vendre la terre, c'est de l'utiliser, en fait, pour qu'elle soit mise à profit dans un projet d'entreprise collective. Et eux autres, dans ce qu'ils font, en fait, c'est de former des jeunes pour de la relève agricole potentiellement. Okay. Donc, ils invitent des jeunes à venir faire un peu un genre d'exploration, justement, de cultiver, de s'intéresser à tout ça pour en venir peut-être potentiellement à travailler pour des grandes fermes ou des producteurs agricoles de la région. Ouais. Parce que ça, c'est un méga enjeu, là, surtout avec la pandémie. Mais tu sais, la pandémie a mis la lumière sur bien des problèmes qu'on tassait, je pense, là. Dans l'autonomie alimentaire, là, on a parlé énormément. Puis là, tu sais, ça sort... encore là, les petits fruits là, qui viennent de Californie au Mexique, là, on va avoir de la misère à les avoir. Fait que là, les prix vont sûrement augmenter encore. Mais c'est ça. Fait que là, ça a comme rallumé des gens. Là, je sais qu'il y a plein d'initiatives, mais tu sais, l'idée des coops, on peut peut-être revenir là-dessus, l'idée de... Parce que acheter une terre agricole, tu sais, ça a comme plus de sens. Là, une ferme laitière avec les quotas... je veux dire, si l'agriculteur le vend au prix que ça vaut aujourd'hui, il n'y a aucun jeune qui arrive comme j'ai 4 millions. Non, il n'y a personne, en fait, qui a ces capacités-là financières aujourd'hui. Même le gouvernement, je pense que j'apprends rien à personne, là, mais le gouvernement, présentement, là, on va être dans une crise financière. Là. Je veux dire, la COVID ne veut pas. On a sorti beaucoup d'argent des coffres de l'État pour pouvoir éponger tout ce qui était le confinement, le coût de toute cette opération-là. C'est sûr que c'est important, puis je ne veux pas qu'on rentre dans le débat de ça. Mais c'est de dire quand même, c'est que là, on a beaucoup d'enjeux qui ont éclaté à cause de la COVID, à cause de cette pandémie-là. Et on doit rapidement, en fait, se mettre en action pour justement limiter tout ce qui va être la marchandisation de nos terres agricoles. Parce que l'autre affaire, en arrière de ça, c'est un enjeu très complexe, la propriété agricole. C'est que d'un côté, tu ne veux pas que le fermier qui a travaillé pendant toute sa vie pour cultiver sa terre, pour développer tout ça, il vende à rabais non plus pour justement dire j'ai tant d'emprunts que j'ai dû contracter pendant toutes les années que j'ai, donc je dois les rembourser. Puis je veux me faire un peu, évidemment, d'argent par rapport à ça. Mais de l'autre côté, en même temps, comme tu dis, c'est la relève agricole en quelque sorte qui est en péril. Présentement, on ne sera plus capable si on y va là, comme ça, s'il n'y a pas de mesures supplémentaires qui sont mises en place, on ne sera jamais capable de convertir en fait la propriété avec les gens qui étaient déjà actifs. Si tu n'es pas le fils d'un agriculteur. Exact. Si tu n'es pas dans la famille, un lien familial ou quelque chose. Le père peut faire on va passer l'entreprise. Fait que les dettes vont suivre, puis l'entreprise va continuer à les payer, mais ouais, c'est ça. C'est plus comme quelqu'un qui serait intéressé. Puis je pense qu'il y a quand même un petit engouement là, avec, j'oublie son nom, Jean-Martin, Fortier. En tout cas, il était sur beaucoup de plateformes. Lui, il a vraiment plus vendu l'agriculture bio à petite échelle. Oui. J'oublie le nom, là,
Mais c'est ça. Puis il a amené bien des jeunes à faire « c'est cool ». Tu sais, l'idée de revenir à plus petit, nourrir les gens proches. Oui. Les circuits courts qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Les circuits courts, en fait, c'est la clé de voûte pour notre alimentation dans le futur. Là. Je parle, là, passer 2030, 2040, 2050, là, c'est vers ça qu'il faut qu'on tente. Parce que présentement, c'est pas normal qu'on prenne 5000 km pour faire venir des tomates ici au Québec. Quand tu as Savoura puis tu as plein de grosses fermes comme ça, agricoles qui sont ici au Québec, qui sont présentes, puis qu'on n'est pas capable justement de vendre à prix équivalent par rapport à ça. Il y a littéralement une réflexion à avoir là-dessus, sur l'appropriation de denrées comme ça à petite échelle sur le territoire. Il y a tout un projet à faire là-dessus, moi, je pense, de société. C'est ça. Ben, là, je sors peut-être de ta gang d'économie sociale, mais j'ai vu passer, je pense que c'est pas justement Vio, il y a comme une nouvelle ferme de fraises, des serres de fraises pour l'hiver, en fait. Verticale à plusieurs... Qui est dans un Soulanges, je pense que ça est sorti cette semaine, effectivement. Oui, c'est ça. J'ai vu dans Le Devoir là, très, très récemment. Puis l'idée de, comme justement, là, de faire, regarde, on a Hydro qui va faire des taux préférentiels. Au lieu de juste donner des taux préférentiels à Alcan, ce serait le fun aussi de les donner justement aux agriculteurs, aux serres, pour faire de la nourriture, que ça leur coûte un petit peu moins cher l'électricité, puis de fournir. Eux, ils disaient qu'ils essayaient, ça vient de commencer, là, ce ne sera pas tout de suite, mais ils parlaient de peut-être essayer de fournir comme à peu près un 10% des fraises qu'on a besoin l'hiver, mettons, là, qui est vendu en épicerie. Mais juste à eux, c'est 10%. Tu en as besoin de 9 autres, puis c'est à 100% là, de ce qu'on vend de fraises l'hiver. Ça des fraises d'ici, en fait, qui n'auront pas fait je ne sais pas combien de centaines de kilomètres réfrigérés, congelés. C'est ça, tu sais. Puis comment dire, on peut pas vouloir aux gens de vouloir avoir le meilleur prix, tout ça, parce que c'est normal aussi, veut pas, avec l'ensemble de tout ce qu'il y a comme coût dans la société qui explose, les loyers. Mais tu sais, pour mon dire, l'économie sociale, notre focus, en fait, c'est se nourrir, se vêtir, se loger, puis tous les soins, comment dire, de proximité, de base qu'on a besoin à notre survie. L'économie sociale, il faut qu'elle soit forte dans ces secteurs-là à la base. Si elle l'est pas, puis elle est déjà, en fait. Quand tu regardes l'immobilier, de plus en plus, il y a des projets en immobilier collectif qui sont en train de se développer, qui se mettent en place, qui a une vision, en tout cas, tout le moins qui se dégage, je pense, sur la scène provinciale, de dire tout le monde mérite d'avoir un loyer à coût juste. Puis moi, je suis le premier à le défendre, puis à dire que ça prend ça. Mais le problème, en fait, c'est que ça prend toute la chaîne opérationnelle qui embarque dans cette idée-là. Ça va jusqu'à la personne qui le construit aussi. C'est-à-dire que je veux pas juste, que la personne qui est le promoteur aille absorber un coût trop énorme pour la personne qui va le construire, qui va charger un prix de fou pour pouvoir le faire. Fait qu'il y a vraiment des réflexions sur toute la chaîne de la construction, justement immobilière, notamment de ce secteur-là. Après ça, l'alimentation, c'est la même chose. Présentement, il y a beaucoup, je parlais de franchise et tout ça, il y a beaucoup de chaînes qui sont fonctionnelles comme ça en termes de franchise. Quand tu regardes IGA, Maxi, Métro, c'est toutes des franchises là, au final. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en a certains de ces modèles-là qui utilisent aussi une appropriation plus locale, en fait, des denrées. Donc, ils vont avoir un certain marge de manœuvre, en fait, pour pouvoir acquérir justement des denrées sur le territoire. Ce qui serait le fun, en fait, c'est qu'il y ait une franchise au Québec qui se dise, moi, là, je peux offrir jusqu'à 100% de produits locaux. Ça serait une révolution déjà en commençant à dire je peux garder à prix bas ou à prix comparable et compétitif des produits 100% locaux dans justement une épicerie quelconque. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est. Tu sais, parce que je pense qu'il y a aussi, des fois, il y a du monde qui s'assoit un peu sur ça s'est toujours fait comme ça. Puis là, c'est compliqué parce que là, il faut que je fasse affaire avec plein de petits fournisseurs. Puis le stock va-tu arriver à. Tu sais, c'est ça. Fait que des fois, il y a des freins ou des peurs peut-être qui sont là avant, mais tu sais, je pense qu'il faut à tout le moins l'essayer. Il faut l'essayer. Il faut graduellement, je pense, essayer d'augmenter la part là, des produits locaux. Là, puis... Oui. Ben, tu sais, on a un gros écosystème. Quand on parle d'agroalimentaire, justement, on est là-dedans, là, présentement comme sujet. Tu sais, l'agroalimentaire, en soi, au Québec, là, c'est énormément coopératif. Énormément. Solio, tout ce qui est les semences, tout ce qui est la perception, si on veut, de ces denrées-là pour les remonter en magasin, c'est toutes des chaînes de transformation, en fait, qui sont souvent coopérantes, en quelque sorte. C'est-à-dire que les agriculteurs produisent, mais produisent en se mettant tous ensemble, les agriculteurs. Il y a beaucoup de solidarité, en fait, à apprendre, justement, du modèle agricole au Québec. La grosse difficulté, par contre, qu'on a là-dessus, c'est justement de montrer à quel point ces gens-là sont dans la chaîne nourricière et qui ont un impact vraiment majeur sur tout ce qui est les circuits courts, tout ce qui est le wishful thinking qu'on a à dire, il faudrait qu'on réduise notre empreinte écologique au maximum. Il y en a des agriculteurs qui font des efforts. L'agriculture régénérative, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est un concept justement qui vient, je pense, des États-Unis. Puis c'est justement de dire,
présentement, il faut qu'on change la façon de faire de l'agriculture, tout court. Puis l'agriculture régénérative, c'est justement une façon de faire, en anglais, les crops. Quand tu fais tes rangées puis que tu prépares justement toute ta terre agricole, par rapport à ça, tu fais moins d'opérations sur le terrain pour moins dégager de CO2 dans l'atmosphère. Parce que c'est l'agriculture. Quand tu regardes réellement là, au Canada, là, dans les top polluants, en quelque sorte, l'agriculture, je pense que c'est au top 3. Ouais, OK. Parce que justement, c'est ça. C'est polluant parce que toutes les opérations préalables à la semence font beaucoup de CO2, de dégagement de CO2. Quand tu déchires la terre, quand tu ouvres la terre avec des tranchées trop larges, le CO2 s'évapore dans l'atmosphère. C'est ça qui contribue à augmenter le taux de gaz carbonique. OK. Je ne savais pas ce truc-là. Ben, ça a été prouvé, c'est ça, avec l'agriculture régénérative. Là, je ne suis pas un expert, là, j'entends comme je suis un expert, mais je pense que ça, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Puis quand je dis la chaîne au complet, doit embarquer dans cette optique-là de dire on veut réduire notre empreinte écologique, on veut offrir à coût juste, en fait, des denrées pour tout le monde sur le territoire, ben, il faut que tout le monde se mette ensemble pour justement produire quelque chose à ce niveau-là, en résultat. L'économie sociale, pourquoi ce serait important? Pourquoi c'est important pour nos collectivités? Qu'est-ce que ça apporte? Ben, c'est une bonne question, honnêtement. Je te dirais, l'économie sociale, à la base, c'est sûr que quand tu me donnes un argument du style économique en commençant, c'est pas ça, moi, que je regarde. Moi, je regarde l'humain. Ouais. Moi, c'est l'être humain, je te dirais, qui est l'avantage numéro 1. Parce qu'à la fin de l'humanité, quand on va courir notre catastrophe, la seule économie qui va rester, ça va être l'économie sociale. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va être la plus pérenne, c'est celle qui va être le plus ancrée dans le besoin. Si un jour, on a une problématique de chaîne d'approvisionnement pour le textile, c'est où est-ce qu'on va se rabattre pour que les grandes chaînes, justement, soient plus capables d'acheter du textile neuf? Ben, on va aller sur l'économie de seconde main. Puis c'est là que l'économie de seconde main va être importante et c'est, je te dirais, une grande partie de l'économie de seconde main qui est en économie sociale. Après ça, tout ce qui est justement dans les cœurs d'un noyau villageois. Quand on va regarder justement nos homologues puis ailleurs en province, il y en a beaucoup qui ont adopté des modèles coop de solidarité dans les petits villages pour éviter que les villages ferment. Puis au final, c'est ça. C'est quand, dans ta communauté, t'es mis... t'es confronté à tes dernières limites, en quelque sorte. Quand toutes les autres entreprises sont parties, ce qui reste très souvent, c'est de l'économie sociale. C'est ça que je te dirais. Juste là, ça me fait penser à Saint-Isidore, justement, ça s'appelle au cœur du village. Oui, cœur de village, bistrot culturel, cœur de village, tout à fait. C'est un bistrot d'artistes. Ça partit avec des artistes. C'est multiservice, en quelque sorte. Mais je sais que à la base, les artistes sont mis ensemble pour avoir un lieu qui est un bistrot et lieu de diffusion d'art en plein cœur de Saint-Isidore. Puis ça fait des années qu'ils sont là, puis ça a l'air de bien fonctionner. Les jeudis, les spectacles, ça crée un esprit de village, en quelque sorte. C'est ça la force, en fait. Quand je dis l'économie sociale, au final, c'est ça. Je ne regarde pas le profit puis la performance économique. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, est-ce que je dessert mieux l'humain dans sa collectivité, dans son cœur de village, quand c'est un plus petit village de ce côté-là. Puis ça, c'est un enjeu, justement, à la fin de tout ça, que je pense que l'économie sociale a davantage, d'arguments à ce niveau-là pour plusieurs municipalités au Québec. Moi, je te dirais que sur les 1100 villages, villes qu'on a et municipalités au Québec, il y en a facilement 50% qui devraient regarder de plus près l'économie sociale comme étant justement un modèle d'affaires avec qui faire partenariat, faire des affaires, travailler justement à pérenniser un noyau villageois, là, juste pour dire que ça ne ferme pas. C'est important. Là, je voulais rentrer un peu, là, qu'on démystifie le chantier de l'économie sociale, les pôles. Moi, amène-en les sigles, let's go. M'en démystifier. Des fois, là, je lis sur plein de sujets avec ce podcast-là, puis des trucs vraiment mentaux. Puis des fois, je commence à être mêlé dans toutes les abréviations, les affaires. Parce que là, c'est ça. Mais mettons, là, toi, t'es au pôle d'économie sociale. Les pôles, ça a commencé quand et comment? Là, ça s'est mis en place comment? En fait. Bon, OK. On va remonter les pendules en arrière. Oui, c'est ça. Là, la première entreprise d'économie sociale au Québec, Desjardins. En 1800, combien déjà? Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, fin des années 1800, début 1900, quelque chose. Alphonse Desjardins, il dit c'est décevant que les Canadiens français se font manger la laine sur le dos par les banquiers de la rue Saint-Jacques. C'était ça l'esprit de Desjardins au départ. C'est de dire, on va se mettre ensemble, on va collectiviser nos besoins financiers, monétaires, etc., d'épargne, puis on va mettre en place justement un système qui va contrer les banquiers de la rue Saint-Jacques pour justement que le petit peuple qui a à peine de quoi se nourrir, parce que c'était ça vraiment à l'époque, se nourrir, d'avoir un comptoir, etc., de biens utiles et tout ça, de s'acquérir des marchandises et tout ça. On va les aider justement avec l'épargne.
littéralement. Et c'est comme ça que ça a parti l'économie sociale au Québec. De fil en aiguille, en fait, ce qu'on a vu surtout, c'est dans les années, justement, 60-70, tout le moment où le clergé était vraiment en train de tomber au Québec parce que moins de gens étaient attirés vers, justement, tout ce qui était clergé, tout ça, parce que, bon, on ne rentrera pas dans le débat de tout ça. Pourquoi? Mais ce qu'on sait, c'est que c'est ça. À cette époque-là, c'est là que les organisations communautaires ont comme pris la relève, en quelque sorte, de façon souvent erratique. Et c'est tout à fait normal parce que c'était nouveau de dire que c'est la société civile, non plus le clergé, qui va être notre saint sauveur de nos problématiques et de notre misère noire. C'est ça. Mettons, je sais que la rencontre Chateauguay, c'est dans les années 70 que ça a été mis en place, l'espèce de comptoir alimentaire. Il y a bien des choses qui ont été mises en place ces années-là juste pour justement prendre la place, puis on va aider justement faire les comptoirs alimentaires, les friperies, tout ce qui était même l'immobilier collectif à certains niveaux. C'est la mairie de Valleyfield est un des plus grands terreaux justement de coopératives d'habitation au Québec. 22 coops présentement qui sont actives de ce côté-là. Puis c'est tout arrivé dans les années justement 70 à 90 où est-ce qu'il y avait une transformation de la société civile. C'était plus le clergé qui était dominant tant que ça dans l'apport justement de solutions pérennes puis d'apporter tout ça. C'était vraiment plus le mouvement communautaire. Puis à travers le milieu communautaire, il y avait comme pas un schisme, là. Je veux pas dire qu'il y a un schisme religieux là, par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait certains gestionnaires en fait qui voyaient qu'il y avait vraiment des affaires à faire, littéralement par rapport à tout ça. Fait que quand tu regardes les friperies, quand tu regardes qu'est-ce qui était peut-être les comptoirs alimentaires de territoire, des cuisines collectives, des papas roulantes, ce genre d'entreprises-là, en fait, ben ça, c'est ce qu'on appelle du terreau d'économie sociale en quelque sorte. C'était là, en fait, beaucoup que ça fonctionnait par point de quartier, que les gens, dans le fond, voyaient une opportunité de pérenniser une réponse à un besoin. Puis c'est comme ça qu'un peu l'économie sociale, tranquillement, pas vite, a fait un peu plus son apparition dans le courant mainstream. En 96, il y a eu un sommet de l'emploi et de l'économie au Québec, et c'est là que le chantier d'économie sociale a été fondé. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il y a eu un moment dans l'histoire fatidique qui est en 96, parce que le gouvernement du Québec a reconnu que l'économie sociale était un concept qui était très important à reconnaître puis à alimenter, à aider, à justement faire lever en termes de modèle d'affaires sur le territoire. Puis pour les gens, justement, ceux qui se demandent c'est quoi concrètement au final l'économie sociale, ben, c'est plusieurs choses. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Mais tu sais, la question de la propriété collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété n'est pas juste dans les mains de 3-4 administrateurs qui se payent des cotes. C'est vraiment la collectivité qui peut se présenter dans une assemblée générale annuelle de l'entreprise en question, se présenter comme administrateur selon les statuts et règlements de l'entreprise. Donc, peuvent voter pour eux-mêmes se présenter et gérer l'entreprise. Donc, c'est la société civile qui est propriétaire de l'entreprise au final. Puis après ça, deuxièmement, dans l'économie sociale, ben, on parle d'économie. Fait que dans l'économie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait justement des services marchands. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des produits ou des services qui sont vendus par l'entreprise, concrètement, qui sont disponibles en boutique, en ligne. De plus en plus, il y a des entreprises justement qui font la transformation numérique, qui se dirigent vers justement de la vente en ligne pour faciliter l'achat avec les personnes. Puis, mais tu sais, l'économie sociale, mettons, tu fais en 96, le chantier est là, mais on dirait que ça fait comme, on dirait juste 5 ans qu'on est plus conscient du terme. Ou en tout cas, on l'entend beaucoup. Mais là, je dis 5 ans, mais... Ben, on dirait que en tout cas 5-10 ans, là, moi je te dirais c'est ça, mais on dirait que là, on l'entend, puis tu sais, de parler justement avec Héritage Saint-Bernard, que tout le monde connaît, puis que de parler avec Luc, puis tu sais, lui, là, ça fait longtemps qu'il est parti ça, puis comme année de faire, j'ai appris que je fais de l'économie sociale, il y en a plein qui réalisaient pas, tu sais, que c'est ça qu'ils faisaient, le fait d'avoir un café, de vendre des chandails, des affaires, mais de pouvoir remettre ça dans la préservation des lieux, tu sais, dans la mission, en fait. Mais personne, c'est ça, on dirait que les gens ne savaient même pas qui. C'est parce que ce que je vais dire, c'est très typiquement québécois, en quelque sorte, c'est qu'on a peur du monde des affaires. On a peur de l'entrepreneuriat. On a peur du mot économie, tout simplement. Tu sais, quand on est, même si on est à but non lucratif, de se dire qu'on fait de l'économie puis qu'on vend des trucs, c'est comme c'est comme contradictoire en quelque sorte. Les gens voient pas en fait qu'au final, oui, on fait des affaires, mais on le fait pas pour juste le profit. On le fait parce que ça va améliorer la collectivité, ça va améliorer justement la condition dans la collectivité au final. Oui, c'est ça. Puis aider, parce que tu sais, le communautaire, on parle beaucoup de financer à la mission, mais tu sais, ça l'aide justement à financer la mission de base. Tu peux remettre ça dans le pot puis dire, bon, ben nous, regarde, c'est ça qu'on voulait faire, telle mission, telle affaire, ben là, on va chercher de l'argent pour mettre ça là, tu sais. Oui. Ben, comment dire, le financement à la mission, c'est important. Dans certaines entreprises d'économie sociale, des fois, on double le chapeau en quelque sorte. On peut à la fois financer à la mission, surtout pour certains volets
de qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre en termes de mission sociale, en termes de... Parce que ils ont toujours une mission sociale au final. L'entreprise, surtout au BNL. Mais d'autre côté, en même temps, ils ont quand même un volet d'affaires. Puis là, c'est de voir avec les règles gouvernementales, à savoir c'est quoi les limites permises par rapport justement au gouvernement là-dessus. Moi, je te dirais que si on entend parler beaucoup d'économie sociale depuis 5 à 10 ans, il y a encore une autre coche en termes de précision à avoir au niveau de l'État. Parce que la loi, présentement, sur l'économie sociale, qui date de 2013, n'est pas super claire. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'elle n'est pas super claire. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit les principes, elle énonce les principes, mais elle ne permet pas d'avoir un cadre qui permet d'aller après ça, dire est-ce que ça en est, ça n'en est pas? Oui, non, oui, non, oui, non, avec les entreprises. Puis c'est un peu le mandat, justement, quand on arrive justement à expliquer quels sont les pôles d'économie sociale, qu'est-ce qu'on est concrètement. C'est un peu ça, en fait, notre rôle sur le territoire en termes régionaux. C'est d'apporter davantage de savoir, de connaissances sur qu'est-ce que c'est de l'économie sociale au final, de savoir reconnaître qui est en économie sociale, puis, le cas échéant, de savoir qu'on est de l'économie sociale, mais c'est de comprendre c'est quoi la portée de l'organisation qu'on a entre les mains et de dire, il y a tout le volet économique aussi qui est à renforcer très souvent, en fait, dans ces organisations-là. Si tu as 5 de taux de profitabilité, en quelque sorte, il faut encore plus que tu travailles avec une entreprise traditionnelle sur ta profitabilité pour t'assurer que tu réponds bien à ta mission sociale par après. Aussi, en quelque sorte. Fait que c'est le gros travail qu'il y a à faire de ce bord-là. C'est le grand travail, c'est ça qu'il y a à faire là-dessus. Donc, chantier d'économie sociale en résumé en 96. Les pôles d'économie sociale sont arrivés, le premier pôle, c'était en Outaouais, de mémoire. C'est arrivé autour de 2005-2006, après une expérience au niveau du chantier d'économie sociale pour la région de l'Outaouais. Parce que l'Outaouais a toujours été un bon terreau pour l'entrepreneuriat. Et c'est là, en fait, qu'a été justement fondé le premier pôle. Et ensuite de ça, en fait, la plupart des régions du Québec ont développé justement un pôle d'économie sociale jusqu'à en avoir un mandat pan-québécois, en fait, en 2009, je crois. Puis 2009 à 2014, en fait, ça a été la première phase d'implantation des pôles d'économie sociale au Québec. Puis dans le fond, est-ce que ce serait faux de dire que vous êtes un peu comme des chambres de commerce, en fait, un peu l'idée que c'est le regroupement des business d'économie sociale qui sont ensemble, puis vous êtes un peu... On a certains traits qui sont très similaires avec la Chambre de commerce. Notre but, c'est de créer de l'événementiel pour justement réseauter davantage, faire du co-développement, travailler justement à renforcer le modèle d'affaires, la compréhension, la cohésion aussi. Je te dirais le plus important, pourquoi on ressemble à une Chambre de commerce, c'est la cohésion multisectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui font de l'économie sociale sont dans tous des secteurs différents. Alimentation, immobilier collectif, soins à la personne, commerce de détail, services aux entreprises. Il y a vraiment de tout dans tout. Même technologie de l'information, même n'importe quoi, agroalimentaire, je pense que je l'ai dit. Mais c'est ça, c'est dans tous les secteurs, en fait, l'économie sociale. Puis c'est ça qui est important à dire aussi, pour préciser, l'économie sociale, ce n'est pas un secteur, c'est un modèle d'affaires. C'est une façon de faire des affaires différemment. C'est ça. C'est ça l'autre chose. Écoute, on a encore un peu de temps. Je voulais rentrer un peu, là. Tu avais un gros mois de novembre. Pas mal chargé, c'est effectivement. On l'a échappé un peu vers la fin, mais c'était le mois de l'économie sociale. Écoute, ça a été instauré quand? Puis, c'est quoi l'importance pour vous autres des pôles d'économie sociale? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Que vivons-nous? Que faisons-nous dans le quotidien? C'est un peu ça, en fait. C'est qu'on a comme mission de s'assurer que la majorité des Québécois, en fait, entendent parler au moins d'économie sociale une fois dans l'année. Et justement, il y a 3 ans, je te dirais que je suis fier de dire qu'au niveau du pôle de la vallée du Haut-Saint-Laurent, on a été un des instigateurs au niveau de la province avec d'autres pôles à dire faut qu'on soit plus fort sur la compréhension que les gens ont d'un pôle d'économie sociale et, par la suite aussi, de tout développer ce qui est des actions, justement, symboliques qui permettent de renforcer la compréhension de l'économie sociale. Donc, l'initiative du mois de l'économie sociale s'est fondée notamment par l'impulsion des pôles d'économie sociale à travers la province, les 22 pôles, et aussi le chantier d'économie sociale, évidemment, qui est toujours là pour nous appuyer sur la sphère, si on veut, provinciale, en quelque sorte. Ça, c'est la chose. On est 22 pôles partout au Québec, dans chacune des régions. La Montérégie, c'est particulier. Parce que la Montérégie, pour la plupart des gens, c'est juste la Rive-Sud. Mais quand tu regardes la Montérégie, c'est 1,5 million de population. C'est 14 MRC de territoire. L'agglomération de Longueuil, qui est 500 000 de population, juste à elle, qui est quasiment autant que l'île de Laval, je crois, de mémoire. Donc, c'est une giga-région qui est un peu un genre de fourre-tout avec plusieurs secteurs ou plusieurs éléments distinctifs, même à l'intérieur de cette grande région-là. Les 3 phases économiques, que ce soit rural, semi-urbain et urbain, sont sur le territoire. C'est ça, je me disais, quand on parle, mettons, la Rive-Sud, Brossard, Longueuil, mais qu'on parle d'ici, la vallée du Haut-Saint-Laurent, ça va, c'est agricole, c'est des petits villages.
complètement deux réalités, mais c'est souvent Montérégie, c'est Montérégie, c'est un bloc. Exact. C'est vaste. Là. Mais c'est important d'avoir une belle synergie montérégienne, mais en même temps, si on regarde jusqu'en 2014-2015, le gouvernement du Québec avait fait quoi? Il avait séparé en 3 la Montérégie. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 conférences régionales des élus jusqu'en 2014-2015, jusqu'à temps qu'ils décident, en fait, l'ancien gouvernement libéral, de dire, c'est au MRC qui appartient ce pouvoir-là, de décider un peu sur les différentes sphères qu'ils ont à déployer, que ce soit l'environnement, la culture, la communication, avec les citoyens, l'urbanisme, etc. Tout ça. Et notamment, l'économie sociale fait partie de tout ça aussi, en quelque sorte, parce que c'est un modèle d'affaires, justement, qui est très distinct de l'entreprise traditionnelle, qui a beaucoup d'affinité avec le milieu municipal, je te dirais. Comme je te disais tantôt, la plupart des villageois, s'il n'y avait pas d'économie sociale, ça n'existerait pas. On ne serait jamais capable d'avoir 1100 municipalités au Québec sans ça. Ça ne marcherait pas. C'est clair. Donc, c'est ça. Avec ça. Le mois de l'économie. Oui, le mois de l'économie sociale. C'est beaucoup d'événements. En gros, c'est une action stratégique depuis 3 ans. Okay. Et cette année, on a mis vraiment la claque. Puis surtout, je te dirais depuis 2 ans, en fait. L'année passée, puis cette année. Ironiquement, c'est sûr qu'on est dans un mois où est-ce qu'on peut pas faire tant d'événements en présentiel. C'est ça qui est dommage, en quelque sorte, parce que ça aurait été ça l'opportunité qu'on voulait faire. Donc, de mettre davantage de l'avant, justement, le concept de l'économie sociale via les activités, justement, de sensibilisation, des activités d'information, du renforcement auprès des entreprises aussi. Donc, on essaie de toucher à tout ça, en quelque sorte, de faire un focus avec le mois de novembre à chaque année depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et je voulais revenir parce que là, c'est ça, j'ai vu juste avant qu'on commence l'entrevue que là, il y avait un nouveau plan d'action qui a été déposé, en fait. En 2020. 2020-2025, mais ça parlait que ça a été déposé comme en 2021. Je sais pas si c'est à cause de la pandémie. Oui, c'est à cause de la pandémie, c'est ça, retardé, exact. OK. C'est ça. Fait que ça, c'est quoi, grosso modo, ce plan d'action-là? Yes. Ça vient du gouvernement? Oui. Okay. Le plan d'action gouvernemental en économie sociale, c'est la grande stratégie. Puis tout, en fait, ce qui se déploie, notamment les pôles, le chantier, tout ce qui est l'appui, en fond, les mesures distinctes à l'économie sociale, sont toutes encadrées, en fait, à l'intérieur de ce plan-là. Si tu regardes le plan, justement, plus en détail, si tu as envie d'aller le lire en détail, il y a à peu près 25-27 mesures qui sont mises en place. Okay. La première étant l'épaule d'économie sociale. Ça prend un hub régional qui travaille à vraiment bien diffuser l'information sur le territoire auprès des entreprises et aussi des partenaires dans les municipalités sur le territoire. Donc, le PAGES, en fait, c'est une intention gouvernementale, c'est l'impulsion gouvernementale qui vient préciser quelles sont les actions à déployer pour renforcer cet écosystème-là. Présentement, il est doté d'une enveloppe de, je crois, 137 millions de mémoire pour 27 mesures, et ce sont beaucoup des mesures d'appui. C'est pas nécessairement juste des fonds et des sous-entreprises, mais c'est beaucoup aussi de l'appui pour de la recherche, parce qu'on est, malgré tout, au Québec... Ça va faire peut-être des gens à dire ça, mais on est un modèle au Québec dans l'international en économie sociale. Ah oui, hein? On est reconnu à l'international comme étant très fort pour ça. Ben, tu sais, l'économie sociale en soi, c'est quoi? C'est 50 milliards de chiffre d'affaires, 220 000 emplois, c'est à peu près 11 000 entreprises. Puis qu'est-ce que ça représente? Ça représente 10 du PIB. C'est pas mauvais. Au Québec. C'est pas mauvais. Ben, c'est quand même, c'est pas mauvais, c'est ça. On est quand même, non, c'est quand même intéressant comme donnée. Puis, c'est justement pour ça que le gouvernement, a réitéré en fait son engagement avec cet écosystème-là, de montrer justement qu'il y a beaucoup de choses à aller développer qui sont encore, pas tout à fait déployées sur le territoire. Et ce plan-là se veut justement dans cette optique-là d'accélérer le développement de l'économie sociale. Puis comment on va le faire? Ben, il y a plusieurs mesures justement pour appuyer les entreprises, que ce soit de la formation, de travailler à la transformation numérique, de travailler aussi à que les entreprises s'identifient mieux à l'économie sociale. Il y a tout un volet là-dessus, justement, sur l'identification des entreprises, qu'au niveau des pôles, dans les 2 prochaines années qui viennent, on va avoir un gros rôle à jouer là-dessus pour mieux identifier, aider les entreprises à se reconnaître, puis justement travailler davantage à renforcer leur mission. Oui, mais comment on fait ça? Parce que, tu sais, j'ai lu rapidement, là, puis je voyais dans les 3 objectifs. Moi, parce que c'est ça, tu sais, moi, je suis un peu des fois allergique aux phrases de, comme tu dis, stimuler l'innovation, OK, mais tu l'écris, mais ça... Comment tu fais ça? Stimuler l'innovation? Hein? C'est une bonne question. Parce qu'au final, tu sais, c'est quand même un concept. Tu sais, quand tu dis que tu stimules l'innovation, ça veut dire que c'est pas toi non plus qui va être l'entrepreneur qui va prendre le bout, mais tu vas mettre en place justement des mesures
pour aider l'entrepreneur à partir des nouveaux volets, des nouveaux, des nouvelles réponses aux besoins des collectivités. Puis c'est ça, quand on parle de stimuler l'innovation, c'est d'appuyer justement les promoteurs qui veulent créer des nouvelles solutions concrètes sur le territoire. Tu veux-tu créer justement plus de logements sociaux? Tu veux-tu créer plus de chaînes alimentaires de proximité? Tu veux-tu renforcer l'accès pour les gens, dans le fond, à certains soins de recours, de base? Ça, c'est un fait où en Montérégie-Ouest, justement, il y a beaucoup de coopératives de santé. Parce que, justement, le gouvernement ayant moins bien peut-être investi, notamment dans notre région à travers les années, le milieu rural a besoin quand même d'avoir des soins de santé quand même à proximité et tout ça. Donc, il y a beaucoup de coopératives de santé, des villages qui ont décidé de dire, nous, là, on va prendre en main le fait d'avoir des points de service sur le terrain pour pouvoir desservir notre population vieillissante. Bois-Noir en ont une. Bois-Noir en a une. Après ça, il y a Hemingford. Il y a La Prairie. Harwick, qui a déménagé en fait à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Puis, il y en a une autre aussi que j'oublie. Mais en tout cas, il y en a, c'est ça. Il y a ces modèles-là qui existent. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment, ça partait soit de citoyens avec la ville. Avec la ville notamment. Qui se mettaient ensemble pour dire, regarde, on va essayer de rassembler des professionnels de la santé, puis d'avoir accès par une carte de membre, en fait. Mais tu sais, c'est une cotisation, en fait, de... En fait, les gens prennent leur carte de membre puis deviennent membres de la coop, littéralement de santé, donc ils peuvent utiliser les services qui sont là, c'est ça. OK. Et, mais c'est ça. Mais le 137 millions qui a été mis, je veux pas te mettre, je veux pas te lancer, mais tu trouves-tu que c'est comme c'est assez? C'est-tu un bel engagement? Écoute, je vais te dire une chose. C'est sûr qu'on veut tout le temps plus d'argent. Je peux pas commenter trop, mais je vais te dire une chose. Tu sais, si ça représente 50 milliards de l'économie, c'est ce que je pensais, 10% de l'économie, est-ce que c'est justifié d'avoir juste 137 millions pour stimuler cet écosystème-là qui a tellement de potentiel puis de possibilités sur le territoire? Moi, je dis que c'est un premier pas en avant parce qu'avant, c'était 100 millions, je pense, pour 5 ans qu'on avait eu dans l'ancien Pagès. Moi, je pense que c'est un premier pas en avant pour aller plus loin dans la compréhension fine, justement, de qu'est-ce que l'économie sociale peut réellement apporter. Moi, je dirais ceci, c'est pas tant nécessairement le cash, moi, qui m'importe. C'est plutôt c'est quoi nos cibles. Qu'est-ce qu'on vise à faire concrètement avec cet argent-là? Puis présentement, je vais dire une affaire encore plus drastique que ça. On a fait une étude avec l'EQPAR, on étant l'ensemble de l'écosystème, en fait. L'EQPAR étant une organisation qui travaille sur l'approvisionnement responsable des organisations du territoire. Approvisionnement responsable étant justement d'acheter local, d'acheter avec certains critères ou paramètres qui favorisent justement de l'achat local notamment. Donc, l'achat responsable au Québec en économie sociale, c'est moins de 1%. Ce qui n'a aucun bon sens selon moi. Ça devrait être 10%. Si c'est 10% dans ton économie traditionnelle, ça devrait être 10% des achats au niveau du gouvernement du Québec qui sont notamment ciblés envers et retournés envers l'économie sociale, selon moi. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à faire, il y a un chantier à travailler là-dessus, renforcer l'achat responsable des gouvernements. Oui, puis ça m'est venu quand tu as dit que c'est 50 milliards, on met 137 millions pour essayer de... Puis en plus, c'est un 50 milliards qui va, tu sais, toutes les communautés sociales, en fait, ils ont toutes des missions aussi d'améliorer leur collectivité. Fait que, tu sais, c'est un 50 milliards qui, d'après moi, vaut plus que ça, tu sais. Dans un sens, 50 milliards, c'est les revenus, dans le fond, des entreprises combinées. Puis là, c'est sûr que oui, il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais on sait bien, tu sais, il y en a plusieurs que c'est des coopératives qui ont déjà beaucoup, de moyens financiers, de capitaux, etc. Ouais, puis au final, ce qui est important, c'est que c'est de la propriété collective. Puis c'est justement que c'est un modèle d'affaires où est-ce que l'avantage de tout ce modèle d'affaires-là, c'est de dire, c'est pas la profitabilité qui importe, c'est est-ce qu'on dessert bien la collectivité au final. Fait que tout simplement dire, si c'est ça, dans le fond, l'objectif, puis que ça marche en plus, l'économie sociale, pourquoi est-ce qu'on n'appuie pas davantage ce modèle d'affaires-là? Puis si, au final, on a plusieurs entreprises qui sont à 5 de profitabilité, c'est quoi le problème? Je veux dire, au final, moi, je serais le premier à dire, le but, c'est de pas juste enrichir, mettons, une personne. Puis je suis pas en train de dire, il faut révolutionner notre écosystème puis arrêter l'enrichissement individuel. Mais c'est plus, ça serait vraiment trop révolutionnaire. Toi, tu dirais peut-être, OK, d'accord, arrêtons l'enrichissement individuel. C'est ça. Non, mais sincèrement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tuer non plus, c'est ça, l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat. C'est important qu'il y a des gens qui se lèvent le matin puis qui ont le goût de vouloir entreprendre puis de créer des emplois de qualité au Québec. Mais ce qui est important, c'est qu'au Québec, on a quand même un gros terreau qui repose sur l'économie en bas de 10% de profitabilité. Puis ça, il y a en matière, dans le fond, à réfléchir, à dire, tant qu'il y a à avoir 5 à 10% de profitabilité, on peut identifier certains secteurs puis dire que ces secteurs-là, ce que je disais un peu tantôt, ceux qui sont de base pour assurer notre condition puis notre survie, qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir énormément de génie créatif. Là, on s'entend nourrir ton monde, s'assurer qu'il y a un logement, s'assurer qu'il y a des soins de santé, c'est pas de la création puis de l'innovation là, en soi. Non. Tu sais,
Mais ça, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait cibler ces créneaux-là, ces secteurs de l'économie-là, puis dire, aidons à ce qu'il y ait au moins stabilisation de l'offre, puis qu'il y ait davantage, justement, peut-être, de transformation en modèle d'économie sociale dans ces secteurs-là, en particulier. Déjà, en commençant avec cette base-là, je pense que c'est un bon chantier de départ pour tout le monde. C'est un bon départ. Mais tu sais, là, tu me disais là, le fait de ne pas enrichir une personne, mais c'est parce que récemment, j'ai reçu Martin Bécotte là, du FROM là, pour l'habitation, le logement social. Mais tu sais, quand on parle de solide ici, comme à Châteauguay, le fait que ça appartient à l'OBN, c'est un OBNS, que ça appartient à eux, les bâtiments, mais à un moment donné, les bâtiments sont payés. Ouais. Fait que ça leur permet de refinancer, puis de racheter d'autres affaires. Exact. De racheter d'autres affaires, puis ça fait qu'ils ont tout le temps plus d'argent, mais ça leur permet juste de racheter. T'as tout compris. De maintenir les logements aussi salubres. Oui. Faire les travaux aux affaires. Puis, c'est pas juste une personne qui empoche juste les loyers. Puis je vais dire, au final, ça, c'est le meilleur rempart pour assurer notre pérennité là, dans le futur, là, en termes immobiliers. C'est le meilleur rempart qu'on peut avoir. Parce qu'on sait que, vu que c'est un conseil d'administration démocratiquement élu qui est à la tête de Solide, tu peux pas manger la laine sur le dos de bien du monde. Tandis que si tu avais Trigone, qui était promoteur puis qui était propriétaire des bâtisses, va-t'en au conseil d'administration de Trigone et essayer de faire valoir ton point d'avoir des loyers à coût juste. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais c'est un peu ça, en fait, qui est un peu... Il y a comme une incongruité. C'est que tu veux t'assurer d'avoir des loyers à coût juste, mais d'autre part, la seule option que tu as, c'est d'avoir faire appel à des contracteurs qui sont justement en modèle, qui sont en modèle privé, puis les autres, c'est l'argent puis le profit à tout prix là, qui concerne. Tandis que le monde ordinaire, ce qu'ils veulent avoir, c'est juste un loyer à coût juste. Oui, puis que ce soit salubre. Et salubre aussi. C'est toujours bon, notamment. Voilà. Écoute, on est déjà arrivé à la fin. D'accord. Écoute, on aurait pu... je pense qu'on aurait pu prendre 2 heures. On aurait pu prendre 2 heures. Tu m'inviteras pour une part 2. Oui, c'est ça. Là, je serais invité l'année prochaine. On fera des mises à jour de plein d'affaires. Absolument. Ouais, c'est 137 millions commence à oui, ça commence à sortir. Oui, ça en prendrait plus. Mais Olivier, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir, Mathieu. Merci pour l'invitation.